Germain Roche, bonjour et enchanté. Bonjour Emmanuel. Déjà, sans vous faire offense, tout le monde ne vous connaît pas encore. C'est vrai. Oui. Qui est donc Germain Roche? Oui, mais vous avez raison, je souffre d'un déficit de notoriété, notamment en fait en province, parce que je le dis souvent, je suis alsacien d'origine, donc je suis effectivement un provincien, parce que je suis né dans cette belle ville de Colmar, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ensuite, j'ai effectivement bougé pour des raisons professionnelles en région parisienne. Et j'ai démarré en fait à Paris et je suis maintenant depuis 42 ans en Île-de-France, plus précisément dans le Val-de-Marne. Alors pour me présenter peut-être d'une façon un peu plus détaillée, j'ai 65 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. D'ailleurs, ce sont mes enfants qui m'ont fait découvrir le tennis, puisque moi je viens plutôt du sport co, en l'occurrence le basket que j'ai pratiqué dans les catégories de jeunes, donc benjamin, minime, cadet, où je jouais à un bon niveau, on va dire régional, et j'ai touché également au cyclisme dès mes années en fait cadet. Et je sais que Emmanuel, vous êtes très impliqué également dans le cyclisme, et si vous avez des archives qui remontent jusque dans les années 75-80, vous verrez que j'étais champion d'Alsace sur piste, en l'occurrence en course de vitesse et en course au point, qui m'ont permis également de faire les championnats de France. Donc le tennis, je l'ai découvert très tard, il y a une vingtaine d'années. Vous me tendez la perche. Pourquoi candidater pour la présidence de la Fédération française de tennis? Vous auriez pu le faire pour la Fédération française de cyclisme, du coup? Alors, ça remonte en fait à très loin. Et d'ailleurs, à l'époque, je courais avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui a été président de la Fédération française de cyclisme, Daniel Ball, qui est alsacien comme moi. D'ailleurs, il avait 1 an de plus que moi. Donc, on a croisé le fer ensemble sur la piste, d'ailleurs, également, mais sur route, parce que c'était surtout en fait un très bon routier. Mais ça remonte à tellement longtemps que je pense aujourd'hui que j'ai une plus grande connaissance du milieu du tennis que du milieu du cyclisme, même si je continue en fait à suivre, bien entendu, les grandes courses internationales, mais également les courses nationales, notamment la Coupe de France, je crois que vous la couvrez également, où de temps en temps, il y a quand même de très très belles étapes dans nos belles régions en fait françaises. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les enfants qui m'ont fait découvrir le tennis. Ma fille a été entraînée de ligue d'ailleurs. Mon fils a été début de 2e série, il a passé son CQP pour à l'époque avoir sa certification AMT, qui depuis est devenu éducateur de tennis. Ma femme joue également au tennis et moi par contre, si vous me posez la question de savoir si sur ce terrain-là je suis prêt en fait à croiser le fer avec mon adversaire, non, là j'ai absolument aucune chance parce que j'ai un niveau de tennis qui est celui de beaucoup de pratiquantes et de pratiquants dans nos clubs de tennis aujourd'hui. Je joue 1 à 2 fois par semaine, je prends beaucoup de plaisir, en simple comme en double, mais je n'ai jamais eu le temps de vraiment m'intégrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la compétition comme on la connaît, que ce soit les championnats ou en fait les tournois format classique qui sont organisés par les clubs. Mais je prends beaucoup de plaisir à jouer au tennis et j'ai très tôt, d'ailleurs 2 ans après avoir découvert un club de Saint-Maur, où nous sommes aujourd'hui dans le Val-de-Marne, je me suis intéressé à la vie associative en intégrant le comité directeur de ce club et j'en suis devenu le vice-président et président pendant 7 ans. Donc, pour ceux qui se permettraient de dire que vous ne connaissez pas le tennis, c'est faux. Mais écoutez, j'ai pas la prétention de bien le connaître sous toutes ses facettes. Par contre, le club, oui, une vingtaine d'années de comité de direction, 7 années de présidence, et puis également j'ai découvert les instances fédérales dans un second temps en devenant trésorier de la Ligue, parce que c'était une ligue à l'époque monodépartementale du Val-de-Marne. J'ai pris ensuite la présidence du comité du Val-de-Marne, et comme vous le savez, depuis 4 ans, je suis, et j'ai la chance et le privilège d'être président de la Ligue Île-de-France de tennis, qui est une grosse région, comme on le sait, un bassin de population de 12 millions d'habitants, et donc près de 260 000 licenciés, répartis sur plus de 850 clubs. Et peut-être une précision, parce qu'on me pose souvent la question quand je rends visite à des clubs en région, on me dit, mais en fait, Germain, t'es un Parisien. Non, je suis vraiment en fait un francilien, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de passer dans pas mal de départements franciliens, que ce soit professionnellement ou dans le cadre du tennis. Et la spécificité de l'Île-de-France fait qu'aujourd'hui, on a à la fois de très gros clubs, donc des clubs qui font entre 1000 et 5000 licenciés. Il y en a même un qui fait 9000 dans l'ouest parisien. Et ensuite, il y a des configurations
qu'on retrouve partout ailleurs en France. Si vous prenez l'exemple de la Seine-et-Marne, que vous connaissez bien, Emmanuel, en Seine-et-Marne, vous avez un très grand nombre de clubs qui ont moins de 50 licenciés, moins de 100 licenciés. Et donc, on a cette particularité en Ile-de-France d'avoir toutes les typologies de clubs, des plus gros aux plus petits, en passant par effectivement une strate de clubs moyens qui font entre 200 et 300 licenciés. Mais la ruralité est une vraie réalité en fait en Ile-de-France, et je le précise en fait à chaque fois. Parce que dès qu'on se déplace avec la casquette Ile-de-France, on se dit c'est un Parisien. Non. Paris, c'est pas le tennis de l'Île-de-France. Le tennis de l'Île-de-France, ce sont les 8 départements, y compris les départements qui intègrent ce qu'on appelle la ruralité. Bon, Germain Roche, cet entretien, on parle franc. Vous êtes candidat pour la présidence de la Fédération française de tennis. Vous étiez un soutien du président actuel et sortant, Gilles Moreton. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous décidez de partir dans cette aventure et d'avoir, du coup, de tourner le dos à Gilles Moreton? Oui. Alors, je crois une première précision, c'est pas Germain Roche qui décide d'aller à la conquête de la présidence de la Fédération française de tennis. On a quand même aujourd'hui des centaines de présidentes et de présidents de clubs, des présidentes et des présidents de comités départementaux et des présidents de ligue qui ont rejoint le mouvement. Quand je parle là de dirigeants bénévoles, il faut bien entendu également y associer des salariés de clubs, des enseignantes et des enseignants, des joueuses et des joueurs en fait en activité, d'anciens joueurs et d'anciennes joueuses de haut niveau qui ont rejoint un mouvement qui est né à peu près il y a 9 à 10 mois. Donc c'est assez récent, mais il y a vraiment en fait un élan, il y a une vague de fond qui quelque part s'est mise en route. Et comme je dis, c'est avant tout une démarche collective. C'est depuis maintenant 4 mois que le collectif, les clubs au cœur de notre engagement m'ont demandé d'incarner en fait ce collectif et d'en prendre en fait la tête pour aller à la conquête de la Fédération française de tennis. Qu'est-ce qui vous a convaincu de prendre la barre de ce collectif? Écoutez, je crois que ce type d'aventure, c'est avant tout une aventure humaine. Et j'avais expliqué très tôt, lorsque j'avais été contacté par ceux qui sont devenus maintenant mes premiers soutiens, c'est que ce type d'aventure, il fallait réunir 2 conditions essentiellement. D'abord, avoir la bonne équipe. Et quand je dis la bonne équipe, avoir des individus qui cochent un certain nombre de cases, qui fait que le collectif coche l'ensemble des cases pour prétendre à gouverner une fédération aussi importante que la Fédération française de tennis. Et d'autre part, c'est d'avoir une vraie chance, une vraie probabilité en fait de gagner. Et au moment où on parle, avec tous les ralliements que nous avons observés maintenant depuis le début de l'aventure, nous sommes en très bonne position pour à la fois remporter un certain nombre de comités départementaux, un certain nombre de ligues régionales et de pouvoir prétendre à la victoire au plan national. On a pu lire votre programme, Germain Roche, en 3 points. Si on peut résumer en 3 points, en 3 forces, votre programme, ce serait lesquels? Alors, le premier concerne bien entendu le soutien aux clubs, puisque comme notre slogan l'indique, les clubs sont au cœur de notre engagement, donc au cœur de nos préoccupations. Et quand on parle en fait de soutien aux clubs, je vais être extrêmement concret. L'objectif est dès janvier de l'année prochaine de lancer un audit au plan national de l'état des infrastructures des clubs de métropole et d'outre-mer. Quand je parle en fait d'audit, ça veut dire comprendre ce qu'est l'état des terrains, des courts, des pistes, si on parle en fait de padel ou de beach tennis, si on parle de cette discipline qui est pas souvent mise en avant, mais qui est une réalité dans pas mal de régions en fait aujourd'hui, mais également de faire un audit des espaces de vie, parce que quelque part, le club a un rôle social considérable en fait à jouer, et donc l'espace de vie qui permet aux gens d'échanger, permettre aux gens de se rencontrer, est également un dispositif essentiel en fait du club en tant que tel. Donc un audit national qui nous permettra d'établir une cartographie des priorités en termes d'investissement, et ensuite de mettre en place un plan d'investissement et de définir les montants nécessaires à l'élaboration et au déploiement en fait de ce plan. C'est essentiel parce que c'est très différent par rapport à la façon dont on a aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui de fonctionner au niveau de la Fédération française de tennis, où on définit une enveloppe en centrale, et cette enveloppe est ensuite répartie entre les différentes ligues, et ensuite les ligues, avec les comités départementaux,
essaye de faire au mieux pour adresser les besoins des clubs qui en ont exprimé effectivement un certain nombre d'attentes de rénovation, de construction de cours supplémentaires, etc., etc. Aujourd'hui, on souhaite vraiment faire l'inverse. On part des besoins des clubs, on définit les moyens qui sont nécessaires, et ensuite, on définira le montant. Et s'il faut plus de moyens financiers qu'aujourd'hui, on saura le faire, parce que comme on le sait tous les deux, Emmanuel, Roland-Garros, les internationaux de France génèrent de plus en plus, on va dire, de cash, de liquidité, en fait, chaque année, qui nous permettront de remplir, en fait, ces objectifs qui sont ceux exprimés par les clubs. Sachant que ça veut dire que dans ce cas-là, on aura également des priorités. Et pendant la mesure, oui. Cela veut dire que les clubs seraient un peu lésés aujourd'hui? Mais c'est pas qu'ils sont lésés, c'est que, en fait, on ne part pas d'un constat qui est fait au niveau des clubs par les comités départementaux, qui sont quand même les instances de proximité des clubs, pour identifier en fait les besoins. On le fait en fait dans un second temps. Nous, ce qu'on dit, on part des besoins et on définit le montant qui est alloué. Aujourd'hui, on définit un montant et le montant en fait descend vers les ligues, vers les comités départementaux et vers les clubs. Donc en fait, on veut faire l'inverse. Donc ça, c'est un premier point. Sachant que quand on parle de soutien aux clubs, on parle également de moyens supplémentaires qu'on se doit de mettre à disposition des comités départementaux, dont je parlais il y a 2 minutes, parce qu'aujourd'hui, 95% des installations qui sont utilisées par nos clubs sont des installations municipales, ou des installations qui sont détenues par des collectivités locales ou des collectivités territoriales. Donc ces collectivités ont un ensemble de politiques publiques aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. C'est le tennis santé. C'est mieux vieillir grâce au sport, donc mieux vieillir grâce au tennis. C'est également permettre à tous les publics, y compris les publics en situation de handicap, d'accéder aux infrastructures de nos clubs. Et donc, il est essentiel que les comités départementaux aient des compétences et de l'expertise pour accompagner et soutenir les clubs dans leur démarche vis-à-vis en fait, des collectivités locales. Donc ça, c'est soutien aux clubs, moyens financiers supplémentaires pour les comités départementaux, avec également des compétences et des expertises qu'on doit leur mettre à disposition. Donc ça, c'est la partie en fait soutien au club. Le deuxième, et on en parlait avant de démarrer cet entretien, on parlait de la vitrine effectivement du tennis français, qui sont aujourd'hui en fait les joueuses et les joueurs que tout le monde voit, soit à la télé, soit au bord des cours, qui évoluent sur le circuit professionnel aujourd'hui. Que ce soit les grands chelem, que ce soit les ATP ou les WTA 1000 ou tous les tournois qui font aujourd'hui la renommée en fait de notre tennis. Aujourd'hui, force est de constater que les résultats ne sont pas là. On l'a vu lors des grands chelem, sauf à Wimbledon où on a effectivement eu quelques belles réalisations de quelques jeunes Français qui sont aujourd'hui en pleine progression et qui ont encore un potentiel en fait de développement. Mais dans les autres tournois, malheureusement, on n'a pratiquement pas vu les joueuses et les joueurs français. Et quand on revient en fait au JO, quand on voit certaines disciplines qui étaient finalement assez anecdotiques, très peu médiatisées, et je crois que même à votre niveau, en fait, ce sont des événements ou des disciplines que vous ne couvrez pas dans le cadre de vos actions. Si je prends l'exemple du BMX. BMX, les licenciés ont été multipliés par 2,5 après le fantastique podium franco-français, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, obtenue en fait par nos cyclistes BMX. Quand on prend le tennis de table, pas le tennis de table, avec la fantastique performance des frères Lebrun, quand, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais en allant sur le forum des Assos, on voyait les clubs de tennis de table, il y avait la queue. Et je pense que la vitrine aujourd'hui est quelque chose qui permettra à nos clubs, qui permettra au tennis et à ses disciplines associées d'avoir beaucoup plus de pratiquantes et de pratiquants qui voudront en fait intégrer nos clubs demain. Et donc on ne dit pas qu'aujourd'hui on a la recette pour former la future gagnante ou le futur gagnant en fait de Roland-Garros ou même de tournois de type 1500 ou 250. Mais par contre ce qu'on dit aujourd'hui, remettons en cause la façon dont on forme nos jeunes filles et nos jeunes garçons aujourd'hui. Cela veut dire, la vitrine étant le haut niveau, avec vous, Président, il n'y a plus d'Ivan Lubicic?
Alors, là, c'est un autre thème, je sais où est-ce que vous voulez m'amener. Mais peut-être juste avant de parler d'Ivanovic, qui a montré d'abord qu'il a été un très très grand joueur, et ensuite qu'il a été, pendant, avec succès, 7 ans entraîneur de Roger Federer, hein, qui est quand même en fait une des légendes du tennis de ces 50 dernières années. Bon, alors, avant de parler d'Ivanovic, aujourd'hui, on a en fait essentiellement un chemin qui doit mener les jeunes filles et les jeunes garçons vers le niveau. Ce sont les pôles nationaux. On ne veut pas supprimer les pôles nationaux. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, un projet, surtout dans les plus jeunes années, Emmanuel, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez compris que je ne suis pas un ancien joueur de haut niveau, mais je suis surtout entouré de personnes qui savent de quoi elles parlent. À partir du moment où on dit qu'au départ, il s'agit d'un projet familial, avec un entraîneur qui est très souvent un entraîneur de club, si ce projet peut durer, peut évoluer, peut grandir le plus longtemps possible, et que la jeune joueuse et le jeune joueur est dans une zone à la fois de confort, mais surtout se sent capable de continuer en fait à progresser, laissons-la dans ce groupe, dans ce projet, plutôt que de dire écoute, tu es aujourd'hui dans le top 3, dans le top 4, dans le top 5 national, en fait, on va t'arracher de cette structure projet, alors que tu as 13 ou 14 ans, alors que tu pourrais certainement continuer à grandir, à progresser et à évoluer dans cette structure-là. Parce qu'il faut d'abord raisonner par rapport à la joueuse et au joueur, mais il faut également penser à l'entraîneur. Donc on va dire à l'entraîneur, tu as fait un super boulot pendant 7-8 ans, parce que ça fait maintenant depuis l'âge de 7, 8 ou 9 ans que tu es avec cette joueuse et ce joueur, écoute, la suite, tu ne sauras pas la faire. Donc en fait, on va mettre celle ou celui que tu as formé dans une autre structure. Et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est ce qu'on appelle un collectif national. Et dans ce collectif national, il y aura des entraîneurs de club, il y aura des entraîneurs de comités et de ligues, il y aura bien entendu des entraîneurs de la Fédération française de tennis aujourd'hui, donc de la direction technique nationale, qui, pour la plupart d'entre eux, passent de moins en moins de temps sur le terrain, parce qu'ils font plus de la gestion et de l'administratif que de passer du temps sur le terrain avec les joueuses et les joueurs. Ils ne demandent pas mieux. Mais on peut également imaginer avoir des entraîneurs libéraux, des entraîneurs d'académie, et de dire, voilà, vous représentez en fait un collectif national, et la DTN, la Fédération française de tennis, va se positionner comme pilote, comme entité qui va coordonner les différents projets, mais il va falloir également, Emmanuel, qu'on accepte de redistribuer la manne financière qui est très conséquente pour le niveau en fait en France et beaucoup plus importante que dans beaucoup d'autres pays, parce qu'on a la chance d'avoir effectivement un événement comme les Internationaux de France de Roland-Garros, et donc redistribution d'argent, y compris vers les clubs. Parce que si un club met à disposition un entraîneur, il y a effectivement un manque à gagner ou un coût supplémentaire pour le club. Mais l'entraîneur, quand il accompagne une joueuse et un joueur en tennis Europe, voire au-delà, il fait également fi d'un certain nombre de revenus possibles, notamment lorsqu'il fait des indives, lorsqu'il fait des stages, et donc il va falloir accepter d'indemniser à la fois l'entraîneur, de récompenser l'entraîneur, d'incentiver l'entraîneur, mais également de donner de l'argent au club qui participe au travers de son entraîneur et de ses infrastructures à la progression de la jeune joueuse et du jeune joueur. À côté de ça, on souhaite créer un groupe, un comité d'anciennes joueuses et d'anciens joueurs de haut niveau qui seront là pour conseiller et régulièrement avec la DTN de voir ce qu'a été la progression de tous les projets qui ont été identifiés comme des projets pilotés en fait par la DTN. Et là, typiquement, Ivan Ljubicic pourrait faire partie de ce comité. Parce qu'on ne va peut-être pas uniquement raisonner anciennes joueuses, anciens joueurs français, mais éventuellement des joueurs étrangers qui veulent participer en fait à l'aventure. Et je rajouterai un groupe d'anciens champions, d'anciennes championnes d'autres disciplines. Parce que pourquoi se passer de l'expérience et du vécu de championnats et de championnes qui ont pratiqué d'autres sports que le tennis et qui ont également un vécu en fait à partager. Maintenant, vous avez posé la question précisément concernant Ivan Ljubicic. Je ne suis pas là et je ne suis surtout pas qualifié pour le juger.
Par contre, mettez-vous à la place des entraîneurs français. Et Jérémy Chardy le disait d'ailleurs. Hein. Justement, on parle de Jérémy Chardy comme votre pilier de cette réorganisation de la DTN, c'est ça? Alors, en fait, Jérémy dit exactement ce que j'étais sur le point de dire, à savoir, demander à Evian Lubicic, quelque part, de s'occuper du haut niveau, ça veut dire que le signal qu'on envoie à tous les entraîneurs français de très bon niveau et de top niveau, c'est que vous n'êtes pas au niveau pour le faire. Et ça, c'est un très bon message. Et c'est ce que je dis, et c'est ce que dit effectivement Jérémy. Alors pourquoi Jérémy nous a rejoints? Parce que Jérémy partage ce que je viens de dire en termes de préparation faite au niveau, mais surtout, il a participé à l'élaboration du projet qui est en cours de finalisation pour la préparation au niveau. Et Jérémy, comme vous le savez, il n'est pas passé par les pôles nationaux. Il a grandi dans un club, il a continué à progresser dans un comité départemental et dans une ligue, et on dit, bah oui, il est passé par une académie privée. Oui, je crois que les académies privées ne sont pas des concurrentes, elles sont potentiellement des partenaires dans le cadre des projets tels que je le définissais en fait tout à l'heure. Et Jérémy, quand il a décidé d'intégrer une académie, bah, il était déjà dans le top 30 mondial, hein, parce qu'il avait passé 20 ans. Donc Jérémy est un apport considérable. Comme Nathalie Tauziat est un apport considérable. Parce qu'en tant que championne, alors elle est d'une autre génération hein, que Jérémy Chardy, donc en plus c'est très complémentaire. Mais Nathalie, elle était numéro 3 mondial en simple, numéro 3 mondial en double. Elle a 8 titres en simple, elle a 22 titres en double, elle a fait finale Wimbledon en simple également, elle a un vécu extraordinaire, elle est également en charge d'un certain nombre de projets depuis une quinzaine d'années au Canada, hein, où elle passe 50% de son temps, donc elle apporte également ce vécu en dehors de nos frontières, parce que quand je parlais de projet tout à l'heure, et de tenir compte et de s'inspirer de ce que d'anciennes championnes et champions du haut niveau en fait ont vécu, regardons également ce qui se passe à l'extérieur. Regardons ce qui se passe par exemple en fait aux États-Unis. Regardons ce qui se passe en Italie. Si on vous écoute, c'est quand même une sacrée révolution dans la réorganisation de la direction technique nationale de la Fédération française de tennis. Un gros chantier quand même. Oui, c'est un gros chantier, mais vous savez, je crois que quand on veut prétendre à prendre la présidence de la Fédération française de tennis, et je le disais dans mes propos liminaires, le premier point qui est essentiel, c'est de savoir s'entourer de personnes qui ont à la fois la crédibilité et la légitimité pour gouverner une fédération comme la Fédération française de tennis. À savoir des personnes qui, comme je le disais, cochent des cases dans tous les domaines pour pouvoir individuellement avoir ces compétences qui, réunies, font que le collectif en fait va fonctionner. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça quand j'étais dirigeant d'entreprise. Hein. J'ai dirigé des entreprises pendant 25 ans. J'étais soit président directeur général ou directeur général d'entreprises françaises ou étrangères avec des ramifications internationales. On a eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que j'avais des personnes autour de moi qui, dans leur domaine respectif, étaient excellents. Quand je dirige une entreprise de 4000 personnes, je n'avais pas de compétences en recherche et développement. Je n'avais pas de compétences en production. Je n'avais pas de compétences en supply chain. Je n'avais pas forcément de compétences en fait en marketing, parce que je suis un financier de formation. Par contre, autour de moi, j'avais à chaque fois les experts en fait dans ces domaines. Et c'est exactement comme ça qu'il va falloir qu'on fonctionne au niveau de la Fédé. Encore qu'une Fédé, attention, n'est pas une entreprise. On n'a pas la Fédération française de tennis, qui est la maison mère, et les ligues et ses comités des filiales et des succursales, parce que chacune a un rôle à jouer, chacune a son autonomie, je dirais, en termes de fonctionnement. Et je pense qu'au niveau d'une entité comme la Fédération française de tennis, il faut une équipe, mais il faut également un président qui a une vision, qui a une stratégie, qui a été conçue et élaborée avec les autres élus. Et ensuite, il faut avoir une direction générale et des salariés qui mettent en musique ces stratégies. Mais avant de la mettre en musique, il faut s'assurer que ces stratégies soient comprises, soient acceptées, soient challengées, et qu'un maximum de personnes s'embarquent dans cette aventure avec des objectifs clairement définis, des objectifs ambitieux mais toujours réalistes. Et avant de lancer les plans d'action issus de ces stratégies, il faut s'assurer que tout le monde soit dans le même bateau en fait pour y aller. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut les bonnes personnes
aux bons endroits, et on a de très bonnes personnes, on a d'excellentes compétences au sein de cette Fédération française de tennis, mais par contre, il faut qu'ils partagent et qu'ils acceptent les objectifs qu'on leur assigne et qu'ils se sentent à l'aise dans le job où ils sont, où ils seront en fait demain. Tout cela pour aller chercher des résultats, parce que paradoxalement, la France est la nation la plus représentée dans le top 100, par exemple, chez les hommes. Oui, encore que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les Américains, hein, je parlais de Nathalie Tauziat, qui était en fait au Canada, mais je disais également observant ce qui se passe en fait ailleurs. Je ne sais pas si vous avez lu en fait l'interview qu'a donné Mats Wilander récemment concernant le tennis américain. Et en fait, il disait exactement ce que j'essayais de synthétiser tout à l'heure, en disant que le projet de base, c'est un projet familial. Ils ont un centre d'entraînement qui est en fait en Floride. Ce centre d'entraînement en Floride est aujourd'hui devenu un centre de rassemblement parce que la quasi-totalité des projets sont des projets en fait individualisés, des projets en fait qui sont personnalisés. Donc, quand on parle aujourd'hui du tennis français, oui, bien entendu, nous avons une dizaine de joueurs dans le top 100 mondial. Je dis joueurs, hein, parce que dans les joueurs, c'est quand même plus difficile, malheureusement. Mais regardez comment sont positionnés aujourd'hui les Américaines et les Américains. Comment sont positionnés aujourd'hui les Italiens et les Italiens. Et là, on ne parle pas uniquement de top 100, mais on parle de top 10, on parle de top 20, on parle de top 50. Mais le souci, il est ailleurs. Parce que je ne pense pas que la Fédération française de tennis va avoir tous les ingrédients pour amener jusqu'à une victoire dans le Grand Chelem, comme je disais en fait tout à l'heure, une Française ou un Français. Par contre, il faut qu'elle mette en œuvre l'ensemble des moyens et l'ensemble des compétences pour les accompagner le plus longtemps possible. Premier point, les clubs. Deuxième point, réorganisation de la DTN avec collectif et écoute, vos maîtres mots, si j'ai tout compris. Le troisième point, ça serait lequel? Le troisième point, moi je voudrais parler un peu des bénévoles, puisque quand on parle de clubs et des soutiens aux clubs, si demain, les bénévoles diminuent en nombre, 10%, 20%, on a un risque considérable, c'est que le sport passe de l'associatif au privé. Est-ce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'on veut en tant que pratiquante ou pratiquant? Est-ce que c'est ce qu'on veut en tant que parent de joueuses et joueurs? Je ne pense pas. Le modèle associatif a un tas de vertus. Donc il faut tout mettre en œuvre pour à la fois préserver ce modèle associatif et s'assurer que les bénévoles soient reconnus et soient valorisés en fait à leur juste titre. Et dans ce cadre, nous avons, en tant que mouvement, les clubs auquel notre engagement, la volonté de créer un projet de loi, main dans la main avec d'autres fédérations, que j'ai déjà contactées, et de présenter un projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, visant à faire reconnaître, notamment renforcer les contours juridiques du statut de bénévole, mais également de valoriser leur engagement sous différentes formes. Aujourd'hui, vous savez que le bénévole peut valoriser au bilan le nombre d'heures qui passent, dans un club, valoriser en fait le SMIC horaire, et de dire, ce qu'on valorise là, en quoi est-ce qu'on le transforme? Droit à la formation supplémentaire, pour celles et ceux qui sont encore en activité, des points de retraite complémentaires, peut-être la défiscalisation, sachant que les temps ne sont pas forcément favorables à la défiscalisation, parce que notre gouvernement va surtout essayer de trouver des recettes supplémentaires et pas d'avoir en fait des coûts supplémentaires. Mais c'est un projet qui est en cours de construction, et la surprise que j'ai eue en rencontrant le président de la commission sport et culture du Sénat et son homologue en fait à l'Assemblée nationale, qui va changer là dans les jours qui viennent, mais c'est de leur prise de conscience de l'importance de ce sujet-là. Donc c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur, mais plus que ça, je pense que si nous ne bougeons pas rapidement avec le législateur, le bénévolat peut potentiellement être en danger, et dans ce cas, il est très facile pour une collectivité locale, parce que je disais que 95% des installations sur lesquelles évoluent aujourd'hui nos clubs sont détenues par les collectivités locales, et ces collectivités locales, la loi leur permet, ou même leur impose depuis 2017, de consulter le marché, et pour elles, c'est assez facile d'envisager une délégation de service public avec des privés qui prendront en charge les investissements, les frais d'exploitation, et qui, dans certains cas, pourront même verser une redevance à ces collectivités. Donc, danger, et réagissons le plus rapidement possible. Ça, contrairement aux deux premiers points,
on ne pourra pas le mettre en place dès le début de la mandature, parce que c'est une négociation au long cours avec les deux chambres, le Sénat, l'Assemblée nationale, les autres fédérations bien entendu, et bien entendu il y a des organismes paritaires qui sont partie prenante de ces réflexions. Donc là c'est plutôt en fait un travail et un projet d'une mandature. Pour conclure, Germain Roche, 2 petites questions. La première, vous avez dit que le président actuel et sortant avait plus abîmé le tennis français que servi. C'est-à-dire ? Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, ce ne sont pas mes mots, mais vous m'aviez posé une question précédemment à laquelle je n'ai pas répondu, parce que vous m'aviez dit, mais vous étiez un soutien de Gilles Moreton. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, j'avais été séduit en fait par le programme. Je suis aujourd'hui en fait à la fois déçu de la façon dont est appliqué, dont est déployé le programme, parce qu'à la fois au niveau de l'esprit et de la façon dont la fédération fonctionne par rapport au club, sont éloignés de ce qui avait été présenté en fait à l'époque. Je suis déçu également par la personne, mais comme je vous l'ai dit, je ne l'attaquerai pas directement, donc je ne vais pas en dire plus. Mais je pense que aujourd'hui, je préférerais qu'on parle régulièrement de la Fédération française de tennis de par les résultats de nos joueuses et nos joueurs, mais également de tout ce que peut mettre en œuvre la Fédération française de tennis pour ses clubs, mais également son engagement dans le cadre des actions sociétales, plutôt que de lire les articles qu'on lit tous maintenant depuis quelque temps. Et puis je vais pas les citer, mais je crois qu'on a vraiment un besoin urgent d'avoir des clubs, des dirigeantes et dirigeants, des enseignantes et des enseignants, des joueuses et des joueurs qui, lorsqu'ils parlent de leur fédération, parlent de leur fédération en bien et considèrent que la Fédération française de tennis est exemplaire dans l'écosystème du tennis et que surtout cette fédération devienne une fédération de clubs. Ce n'est pas aux clubs d'être unis pour leur fédération, mais c'était la fédération de tout mettre en œuvre pour servir au mieux les clubs. Je vous donne 1 minute pour convaincre que vous êtes la bonne personne pour gérer la Fédération française de tennis. Vous direz quoi ? Alors déjà, je pense que la réponse que je vais vous donner va être non pas individuelle, mais collective. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis vraiment fier et je me sens privilégié d'être entouré par des femmes et des hommes qui cumulent à la fois de l'expérience, mais également des compétences et de l'expertise. Et rien que pour ça, je pense que nous sommes aujourd'hui en fait équipés et outillés pour prendre la présidence de la Fédération française de tennis et surtout en fait de la transformer en profondeur avec des salariés motivés, des salariés qui sont fiers d'appartenir à la Fédération française de tennis, qui ont des objectifs clairs et qui tous les jours se rendent soit dans leur bureau ou sur le terrain avec beaucoup d'envie et beaucoup de volonté de mieux servir, ou allez, ils le font déjà pas mal, mais de mieux servir en fait les clubs. D'autre part, vous savez, moi je me définis comme avant tout un dirigeant, comme avant tout quelqu'un qui sait mobiliser des ressources, qui sait mobiliser des hommes et des femmes autour d'un projet, parce que je crois beaucoup en fait en la gestion du projet et la mise en œuvre, d'une stratégie au travers d'équipes projets qui intègrent à la fois des bénévoles, des salariés et des experts. Et vous savez, je crois que la Fédération française de tennis aujourd'hui a besoin, puisque vous me posez la question à moi personnellement, à la fois d'un leader, mais également d'un patron. Et ma définition du leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et la définition du patron, c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Tout est dit. Merci à vous. Merci Emmanuel. À bientôt. À très bientôt.